On a besoin de vous, Xavier. Je vais vous demander d'aller vous installer face à l'écran parce qu'il y a les mots de Donald Trump, bien évidemment, on les a entendus, et puis il y a les actes. Et que ce soit sur mer, sur terre, Xavier, on peut clairement dire que les Américains déploient une véritable armada, et c'est peut-être pas pour rien. Oui, Donald Trump se voudrait en démiurge qui organise le chaos, mais en tout cas, il essaie de se prémunir de tout ce qui pourrait se passer, Christophe. Vous vous souvenez de cette phrase d'Henry Kissinger ? Un porte-avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie, surtout lorsque le porte-avions en question porte la bannière étoilée. Et donc, le bateau que vous voyez là, le Nimitz, a quitté l'Asie pour se diriger vers le Proche-Orient. On est sur le pont d'envol du bateau, il a quitté la mer de Chine, direction donc le Golfe vraisemblablement, pour appuyer son homologue porte-avions qui est déjà le Carl Vinson, qui est actuellement dans le Golfe. Le Nimitz, porte-avions à propulsion nucléaire, il emporte à son bord plus de 60 avions, dont les FA-18 Hornet que l'on voit là sur le pont d'envol, chasseurs bombardiers capables de frapper n'importe où en Iran. À bord, il y a aussi 5000 personnels, 3000 marins, 2000 aviateurs ou personnel dédié aux avions. Mais ce n'est pas tout. Un porte-avions, c'est surtout un groupe aéronaval. Le Nimitz est accompagné d'un croiseur lance-missiles avec une défense aérienne de longue portée, des missiles Tomahawk, qui eux aussi peuvent frapper l'Iran. Il est accompagné aussi de 2 à 3 destroyers pour la défense antiaérienne rapprochée et surtout la lutte anti-sous-marine. Alors le Nimitz a aussi un sous-marin nucléaire qui suit son escouade partout dans le monde, partout où il va, avec des frappes secrètes de missiles de croisière qui sont possibles. Et puis évidemment, des navires de soutien, car si le bâtiment à propulsion nucléaire est capable de rester en mer des dizaines d'années, eh bien à bord, il faut bien que marins et aviateurs se restaurent. Il faut des ravitailleurs donc, qui accompagnent le bateau. Il faut aussi, c'est très important, du carburant pour les FA-18 qui peuvent s'envoler depuis son pont. Mais ce n'est pas tout, Christophe, puisque hier, on a vu décoller, depuis les États-Unis, des ravitailleurs qui se sont dirigés vers différents pays européens. On a trouvé des KC-135 Stratotankers, des KC-46 Pegasus, dont on devrait voir la photo. Ils ont atterri en Grèce, en Allemagne, en Italie, prêts à intervenir au Proche-Orient si jamais c'était nécessaire. Voilà, le KC-46 qui ravitaille en vol un autre ravitailleur d'ailleurs, parce que ça aussi, ça peut arriver. Ajoutons à cette très longue liste de moyens militaires capables d'intervenir en Iran les bombardiers furtifs B-2 stationnés sur l'île de Diego Garcia. Image d'avril, quand vous avez déjà montré ensemble, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 B-2 avec les hangars qui correspondent aux appareils. À noter que ces hangars sont climatisés parce que le revêtement en carbone de l'appareil qui lui permet d'être furtif, outre sa forme, nécessite de ne pas rester au soleil trop longtemps. Alors ces bombardiers portent la bombe GBU-57, la bombe anti-bunker la plus puissante au monde. Voilà l'image de cette bombe. Elle est conçue pour venir à bout d'installations souterraines à plus de 60 mètres sous terre. C'est la seule bombe capable d'intervenir notamment sur le site d'enrichissement de Fordo qui, lui, est à 80 mètres. Donc là, il y a quand même un problème technique pour les Américains s'ils décidaient de s'en servir. Et pour information, Christophe, un bombardier B-2 coûte près de 2 milliards de dollars. Ce sont donc des milliards de diplomatie que Donald Trump se propose de disposer dans le Golfe. Et après, mon cher Xavier, venez nous rejoindre. La diplomatie, il y a l'acte et les actions. On va partir en Israël. D'ailleurs, retrouver à Tel Aviv Thomas Misraki et Thibaut Bruck. Merci beaucoup à tous les deux, tout simplement parce que tout cela, ce que vient de nous expliquer Xavier Giacomoni, cette armada américaine, eh bien, Benjamin Netanyahou aimerait bien que les Américains, sous votre contrôle, s'en servent, en tout cas, appuient Israël dans sa guerre, Thomas, face à l'Iran. Oui, ce que veulent les Israéliens de la part des Américains, ce n'est pas seulement de l'amour, ce sont des preuves d'amour. Et ces preuves d'amour, eh bien, elles se déclinent de différentes manières, selon évidemment les autorités de Jérusalem. D'abord, un soutien inconditionnel en matière de diplomatie, mais ce que veulent aussi les Américains, les Israéliens, pardon, c'est de pouvoir poursuivre leurs opérations en Iran. Alors, il y a deux éléments qui sont importants pour eux. D'abord, l'aspect défensif. Les Israéliens, vous savez, ont besoin de la technologie américaine pour se défendre, pour protéger
protéger leur population. On évoque souvent le dôme de fer, mais pas seulement. Ils ont besoin de ces missiles patriotes pour pouvoir contrer les missiles iraniens qui s'abattent chaque jour sur Israël depuis vendredi dernier. Ils ont aussi besoin de la technologie et de l'armement américain pour pouvoir poursuivre leurs opérations en Iran, et notamment ces fameuses bombes perforeuses, vous le savez, dont on parle beaucoup parce que certaines des installations iraniennes sont enterrées sous terre, et donc pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir détruire les capacités nucléaires iraniennes, eh bien, les Israéliens ont besoin de la technologie américaine. Vous avez évoqué aussi évidemment tout à l'heure avec Xavier il y a quelques instants l'aspect défensif et régional. Les Israéliens ont besoin des Américains pour pouvoir aussi assurer leur sécurité avec tous ces missiles qui arrivent. Je l'évoquais, pas seulement les Patriotes, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la défense en mer. Voilà donc pour ce que réclament, j'ai une petite mouche qui m'embête, mais pour ce que réclament les Israéliens, et au vu des déclarations de Donald Trump ces dernières heures, eh bien, il semblerait que ce que veulent les Israéliens, ils seraient en passe de l'obtenir. Merci beaucoup Thomas et merci à Thibault. Plus peut-être, Maya Kadra, ils vont peut-être obtenir plus. Moi je suis toujours estomaqué, mais je ne suis pas un spécialiste. Quand on déploie une telle armada, des moyens aériens, ce n'est pas pour rien. Alors il y a le coup de pression, mais à l'échelle des Américains, est-ce qu'on aurait besoin d'un tel coup de pression face à l'Iran, ou alors est-ce que tout simplement c'est pas pour frapper ? Alors je ne sais pas, mais déjà les bruits côté américain ont commencé 2 jours avant la frappe israélienne sur Téhéran, à savoir quand les États-Unis ont appelé leurs ressortissants en Irak et dans certains pays du Golfe à rentrer. Ils les ont rapatriés. Et donc on ne peut pas vraiment parler de juste d'un coup de pression. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et puis ce déploiement, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, quand on déplace des porte-avions, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, Xavier ? Non, c'est pas gratuit. Non, j'étais en train de me rendre compte. Centaines de millions. Ce qui est très intéressant, c'est que le déroutement du Nimitz, qui devait faire escale au Vietnam avec une réception prévue à bord vendredi 20 juin, ce déroutement a été prévu avant l'attaque américaine, l'attaque israélienne. Oui, ce qui veut dire que c'était déjà anticipé. Ça veut dire qu'il y a une forme de concertation par la Maison Blanche et le Pentagone. Concerté, exactement. Et donc ça rejoint votre thèse en fait. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les avions qui sont à bord du Nimitz vont être utilisés dans le cadre de ce conflit. Oui. Mais en revanche, c'est vraiment une pression maximale sur les mollahs, sur le régime de Téhéran, pour leur faire lâcher l'affaire. Parce que le régime est totalement à bout. Oui. Et vraiment, là, ça sent la déflagration finale, la chute finale. C'est vraiment ça. Quand le président américain dit vous allez voir ce que vous allez voir dans il dit 48 heures. Il y a une chose que voudraient les Israéliens, c'est les fameux B-2 avec ces bombes pour pouvoir détruire presque la totalité des installations nucléaires, mais seuls les Américains peuvent les piloter, ces avions. Donc c'est pas déterminant. Non. C'est là où il faut faire extrêmement attention. J'expliquais tout à l'heure que la GBU 57 peut frapper une cible durcie, c'est-à-dire avec du béton, sur une 60aine de mètres. Fort d'eau, on pense que c'est 80 mètres. Donc même s'il y avait un passage en rafale d'avions furtifs, de bombardiers furtifs américains, il faudrait énormément de bombardements avant d'arriver à un résultat, alors qu'il y a ailleurs des résultats à obtenir, à mon sens, pour les Israéliens et les Américains. Bien sûr, mais songeons que tout ça sera accompagné d'une nouvelle décapitation du régime. C'est-à-dire que, voilà, et parce que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'Israël dit, au départ, il y avait ce double langage, on veut la fin de la menace existentielle nucléaire, mais nous ne souhaitons pas la fin du régime, etc. Mais tout ça se tient, et tous les éléments vraiment les plans du Mossad visent, moi je Trump pense, l'a dit tout à l'heure, à liquider la tête du régime. Khamenei, dont d'ailleurs la population vomit le nom, la population iranienne vomit le nom depuis plusieurs décennies. On reviendra sur l'élimination du guide suprême de la révolution, qui est une évidence, enfin plus que ça d'ailleurs, puisque hier le Premier ministre israélien en a directement parlé. Je voudrais juste qu'on écoute Benjamin Netanyahou sur ce soutien américain, sur ce besoin et surtout sur cette alliance qu'il y a aujourd'hui entre lui et Donald Trump. Nous bénéficions d'une aide considérable de la part du président Trump. Les pilotes américains abattent des drones qui visent nos villes avec nos pilotes.
Quant à savoir ce que l'Amérique fera d'autre, c'est au président Trump d'en décider. Il fera ce qui est dans l'intérêt des États-Unis. Mais il est important de comprendre que nous apprécions profondément son aide, ainsi que l'aide et le soutien de la grande majorité du peuple américain, parce qu'ils comprennent ce contre quoi nous nous battons. Nous nous battons contre un régime qui nous aide tous les deux, qui essaye de nous assassiner tous les deux. Notez bien le tous les deux, il a son importance, mon cher Vincent. Il a réussi, Benjamin Netanyahou, il a emmené dans son sillage Donald Trump, où il se sert peut-être même aujourd'hui des Américains comme bouclier. Oui, j'ai la conviction que Benjamin Netanyahou est avec Vladimir Poutine celui qui décrypte le mieux la psyché de Trump, son ego, son inculture géopolitique abyssale, etc. Il en fait un usage assez spectaculaire. Mais là encore, le jour d'après, vous savez, la nature humaine ne retient jamais les leçons de l'histoire et pas même de l'histoire immédiate. Donc on est en train de nous dessiner un effondrement et un après radieux. Ces gens-là ont donc oublié ce qui est advenu en Irak, en Afghanistan, en Libye. Sur Trump, vous pouvez rajouter la Syrie aussi ? Oui, bien sûr. Oui, c'est différent. Non, mais la situation, oui, des possibles et plus le régime était différent, mais la situation aujourd'hui est tout sauf claire, bien évidemment. Quand même, un mot sur la contradiction flagrante de Donald Trump envers lui-même. Voilà quand même quelqu'un qui, parmi ses promesses de campagne, avait quasiment professé une doctrine isolationniste. Nous ne serons plus les gendarmes du monde, plus d'aventures militaires. On va donc régler, vous vous souvenez de ce serment inepte, l'agression russe en Ukraine en 24 heures. Et ça, c'est un dossier, d'ailleurs, c'est intéressant, Vincent, qu'il a totalement abandonné. Voilà. Est-ce qu'il va abandonner celui-là aussi de la même façon ou pas ? Il l'a abandonné, et d'ailleurs, au grand soulagement de Benjamin Netanyahou, il a encore plus abandonné ses rêves délirants de Riviera sur Gaza. Et puis un dernier point, puisqu'on évoquait le coût là à l'instant, c'est quand même quelqu'un qui a aussi promis l'arrivée budgétaire. Alors certes, Elon Musk et lui ont divorcé avec fracas, mais il n'en demeure pas moins que ça faisait partie de ses promesses de campagne. Donc il va falloir quand même à un moment donné expliquer aussi à sa base électorale que, mis à part les migrants, c'est là-dessus évidemment qu'il focalise, parce que là il est performant, avec tout le cynisme que ça suppose, aucune de ses promesses n'a été respectée. Mais c'est compliqué pour les États-Unis de ne pas suivre. Mais ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que là, c'est une opération qui diffère totalement de toutes les autres et de toutes les aventures précédentes. Pardonnez-moi, cher Vincent. C'est ce qu'on a dit de toutes les aventures précédentes. Non, elle est totalement différente. Après l'Irak, on a dit que l'Afghanistan était différent. Après l'Afghanistan, on a expliqué que la Libye serait pas la même chose. C'est différent parce que l'Iran est un point de départ. L'Iran est la matrice. L'Iran, depuis la révolution islamique, de toute façon, apporte dans son ADN la destruction d'Israël. Et ce qu'on qualifie, pardonnez-moi, dans beaucoup d'éditoriaux d'obsession iranienne de Benjamin Netanyahou est tout simplement l'obsession exterminatrice du régime de Téhéran. Donc je pense que là, il y a des analyses à mettre quand même à revoir, parce qu'au début de l'embrasement du Moyen-Orient, il y a tout de même la révolution islamique et il y a les ayatollahs qui sont quand même une secte meurtrière pour leur peuple. Une révolution islamique précipitée par un effort d'occidentalisation et de modernisation à marche forcée du Shah d'Iran qui allait à l'encontre du sentiment profond de beaucoup d'Iraniens. Alors revenons, d'un mot, et après je vous réponds. Juste un mot concernant les gardiens de la révolution. Oui, c'est vrai que c'est différent. Je me permets juste de le noter parce que, par exemple, les talibans en Afghanistan, ils se sont jamais targués d'occuper d'autres pays. Là, on parle des gardiens de la révolution qui se targuaient encore l'été dernier, avant que ça n'explose à Beyrouth, de contrôler 4 capitales dans le monde arabe. C'est vraiment quelque chose de... Saddam Hussein a lâché des salves de missiles sur Israël. Oui. Donc, il y avait aussi un projet de destruction d'Israël de Saddam Hussein. Non, mais ça du régime Baas en général. Et c'est vrai, c'est pour cela que Saddam est tombé, que Bachar al-Assad est tombé. C'était le Baas syrien. Et ça, on a fini avec ça. Aujourd'hui, il reste quoi ? Il reste le régime des mollahs. On va se poser la question, est-ce que le régime des mollahs peut tomber ? Est-ce que c'est la prochaine étape, et notamment la disparition du guide suprême de la révolution ? Écoutons ce que disait Donald Trump. Vous allez voir ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Vous allez voir. Personne ne ralentit, en tout cas, ça je peux vous le dire.
Je vous donnerai plus d'informations dans les 2 jours qui viennent.